Mardi 16 décembre 2025, ben oui, le temps des fêtes approche à grands pas, puis pour certains, ben, ce temps-là représente du temps de qualité avec nos proches. Pour d'autres, des vacances dans le sud. Puis pour les détraqués comme nous autres, écoutez de manière déraisonnable le championnat mondial junior. Aujourd'hui, je vous dresse le portrait des 9 défenseurs et 16 attaquants invités au camp de sélection d'équipe Canada. Vidéo à l'écran, en prime. Si t'es moins familier avec ces joueurs-là, c'est pas grave, on va partir de la base. Puis grâce à cet épisode-là, tu vas avoir la chance, le privilège d'impressionner les membres de ta famille durant le temps des fêtes avec des connaissances un petit peu louches envers ces jeunes hockeyeurs imberbes. Donc, au moment d'enregistrer cet épisode, les coupures finales n'ont pas eu lieu encore, ni même le premier match préparatoire. Il y a quelques patineurs qui vont inévitablement être coupés. On parle en ce moment de 2 attaquants et 1 défenseur pour être exact. Puis il pourrait même avoir davantage de coupures si jamais il y avait d'autres joueurs de la LNH qui venaient qu'à être prêtés à Équipe Canada en vue du tournoi. Puis peu importe les joueurs qui vont être tranchés, ça va être des choix absolument déchirants. J'ai 25 excellents espoirs à couvrir aujourd'hui, en plus d'adresser les dossiers de Justin Carbonneau et de Bryce Pickford, sans contredit, les 2 grands oubliés, les joueurs qui n'ont pas été invités en fait. Fait que pas de niaisage, on starte ça maintenant. Le premier joueur dont je veux vous parler, que je veux vous présenter en fait, c'est Michael Misa, repêché 2e au total par les Sharks au dernier repêchage. Michael Misa, c'est un centre de 6 pieds 1 qui a joué 7 matchs en LNH cette saison, qui coche absolument toutes les cases recherchées chez un attaquant de top 6. Misa, ça devrait être le centre numéro 1 de cette formation-là. C'est un patineur intense qui apporte énormément d'énergie et d'intensité à un trio. Il peut effectuer des jeux à grande vitesse. Il possède un des très bons lancers du groupe d'attaquants canadiens. Il est féroce sur l'échec avant, puis il va où ce que ça fait mal. C'est un joueur qui crée énormément de chaos avec un gros profil two-way, puis de la graine de capitaine. Son profil est d'ailleurs à l'image, en fait, de toute l'équipe. C'est une équipe de leaders, de travaillants. Une équipe, en fait, bâtie pour les séries, mais sans manquer de talent, contrairement à l'an dernier. C'est ce qu'on reprochait, en fait, à la sélection canadienne l'an dernier, d'avoir ignoré des joueurs talentueux, dont, justement, Michael Misa faisait partie. Pour vous rafraîchir la mémoire, en fait, l'an dernier, Michael Misa était au sommet des pointeurs de toute la Ligue de l'Ontario. Il n'avait pas été invité, dans le fond, pour joindre l'équipe Canada lors du championnat junior. Probablement en raison de son âge, mais finalement, vous voyez, il évolue en LNH cette saison et l'équipe de sélection avait été grandement pointée du doigt compte tenu qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient été ignorés, dont Zane Parek et Beckett Seneca. On y revient dans un instant pour Zane Parek. Au final, on se rappelle, l'équipe a grandement manqué de gaz. Le meilleur pointeur de la formation canadienne, c'était Easton Cowan avec 3 points en 5 rencontres. Évidemment, on se rappelle la défaite contre la Lettonie, mais je m'écarte. Revenons à Michael Misa, un joueur mature, rapide, intense, qui peut autant marquer que passer, puis qui devrait être un des joueurs les plus importants de cette formation canadienne. D'ailleurs, il a été repêché par les Sharks, mais on le comparait l'an dernier lors de son année de repêchage à nul autre que Macklin Celebrini, également membre des Sharks et qui brûle présentement la LNH. Fait que Misa, c'est un joueur tout simplement complet. En fait, il n'y a pas vraiment de lacunes. Toutes ses stats sont dans le vert. Un beau vert polo de faf en plus. Là. Fait que c'est vert. Donc, Misa, on peut s'attendre à ce qu'il soit un des meilleurs joueurs de cette formation-là. Je ne sais pas s'il va être le meneur du tournoi en termes de points. Possiblement, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur excessivement talentueux et qui devrait être mis aux côtés d'autres joueurs talentueux, dont possiblement Gavin McKenna et Porter Martone. De qui va être question? Pas mal là. Parlant du loup, le prochain c'est Porter Martone, que j'avais classé 3e tout juste derrière Michael Misa lors du repêchage 2025 de la LNH. Porter Martone, il a finalement sorti 6e à Philadelphie. Ailier droit, 6 pieds 3. Porter Martone était comparé à Corey Perry et à Matthew Tkachuk, il y a environ 1 an de ça lors de son année de repêchage. Finalement, Martone n'a jamais vraiment rempli ces attentes-là, du moins en termes de hargne et d'attaquant de puissance pas fin, mais son talent est assurément élite. Puis ça l'empêche pas quand même de brasser à l'occasion. T'sais, on dit qu'il n'a jamais rencontré les attentes, sauf que Martone peut quand même jouer un petit peu plus robuste et brasser un petit peu après le sifflet, du moins plus que la moyenne. Puis je pense que ces attentes-là
d'attaquants de puissance hargneux ont un peu teinté les observations qu'on avait à son égard, dans le sens que je pense que son talent de fabricant de jeu a vraiment été sous-estimé la saison dernière, parce qu'il était à mes yeux possiblement le joueur avec la meilleure vision de tout le draft, en plus d'avoir un des meilleurs lancers, puis parmi les meilleures mains. Puis je réitère, c'est quand même un gaillard de 6 pieds 3, fait qu'il coche énormément de cases. Puis en ce moment, il connaît un fort début de saison en NCAA, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les Canadiens qui ont fait le saut aux États-Unis cette saison. Ne vous attendez toutefois pas à un attaquant de puissance qui va éclater tout le monde sur son passage. Attendez-vous plutôt à un joueur intelligent qui excelle à ralentir le jeu, un fin passeur, mais également un sniper redoutable, capable, comme je disais, d'aller brasser autour du filet à l'occasion. On critique parfois son patin et son manque d'implication, mais pour moi, ça n'a jamais vraiment été un enjeu réel. Je pense que plusieurs des critiques à son égard venant du public sont dues au fait qu'avait fait l'équipe Canada l'an passé pour le championnat junior et avait été plutôt effacé, mais avait également été dans un rôle tertiaire. En fait, il était souvent le 13e attaquant de cette formation-là. Fait que je pense que les gens étaient restés avec ce mauvais goût dans la bouche par rapport à Porter Martone. Puis je réitère, puis je pense que ça va être important cette année parce que des gars comme Gavin McKenna, Keaton Verhoff, qui sont éligibles au repêchage 2026 de la LNH, qui font ou qui vont faire en fait équipe Canada fort probablement. Mais bon, dans le cas de Gavin McKenna, il devrait avoir un rôle de premier plan, mais dans le cas de Carson Carrolls puis de Keaton Verhoff, on peut s'attendre peut-être à un rôle un petit peu plus secondaire. Fait que ce tournoi-là ne devrait pas nécessairement être utilisé comme outil d'évaluation en vue des repêchages. Et c'est particulièrement vrai pour des équipes comme le Canada qui ont énormément de profondeur et que les joueurs ne sont pas nécessairement dans la bonne chaise. Puis ça peut mettre justement en valeur, je veux pas trop m'écarter, je m'écarte beaucoup, mais un Ivar Stenberg, qui est également un espoir de premier plan, mais qui va jouer pour la Suède, lui va être, comme Gavin McKenna, mis dans un rôle de premier plan. Donc là, dans ce cas-ci, oui, on peut peut-être s'en servir comme outil d'évaluation, surtout pour comparer un Européen qui va jouer sur une glace nord-américaine contre des équipes nord-américaines. Ça peut être très intéressant, mais dans le cas de Verhoff, s'il se ramasse à jouer comme 8e défenseur, de grâce, n'utilisons pas ça comme outil d'évaluation. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé dans le cas de Porter Martone. Les gens auraient aimé en voir davantage lors du championnat l'an dernier, et c'est pas arrivé, mais c'est un excellent joueur pour l'avoir vu énormément l'an dernier. C'est un excellent joueur et comme je disais, il tire très bien son épingle du jeu cette saison en NCAA. Puis c'est ça, je pense que cette année, s'il joue avec Michael Misa et ou Gavin McKenna et compagnie, il pourrait dominer. Puis justement, il a déjà joué aux côtés de Misa. Je pense que c'était lors du challenge contre le NTDP l'an dernier. Il avait très bien fait et il a également joué aux côtés de Gavin McKenna. Je pense que c'était au U18 et les deux avaient dominé le tournoi ensemble. Parlant de Gavin McKenna, qui est en fait probablement un des joueurs qui a fait couler le plus d'encre dans les derniers mois. En fait, c'est un joueur de qui on parle depuis plusieurs années, mais principalement depuis quelques mois. Donc, McKenna, ailier gauche, 5 et 11, attaquant canadien qui évolue en NCAA cette saison, qui a fait le saut lui aussi, puis qui était perçu comme étant le premier choix au total du repêchage 2026 et même possible joueur générationnel. Comme je dis, ça fait des années qu'on en parle de Gavin McKenna, qui s'était attiré des éloges puis des comparaisons avec nul autre que Connor McDavid quand même. Sauf que jusqu'à présent, cette saison, McKenna répond pas vraiment aux attentes. Puis je pense même que ça avait commencé lors de la Coupe Memorial l'an dernier. Mais c'est ça, il y en a plusieurs qui ont commencé à le descendre. On a entre autres vu Corey Pronman, le classé 4e dans cette dernière liste. Malgré tous les records qu'il a battus et les productions exceptionnelles qu'il y a eu partout ce qui est passé dans les années passées. Fait que c'est ça. McKenna, ça reste un joueur excessivement talentueux, sans aucun doute le plus talentueux du repêchage à venir, puis fort possiblement le plus talentueux du tournoi également. C'est un joueur dynamique, agile, créatif, dangereux, qui rappelle un peu, disons, Patrick Kane et compagnie. Mais le problème, c'est le manque de jeu physique, d'implication défensive, puis l'impact général sous la moyenne cette saison. C'est pas le gars le plus impliqué, le plus intense, malgré tout le talent qu'il a. Je pense que le championnat mondial junior, c'est l'occasion rêvée pour lui de redorer son image, peut-être un peu à l'image
de ce qu'avait fait son cousin par alliance. Connor Bedard, oui, les deux sont cousins par alliance. Chose certaine, de jouer dans un scénario aussi favorable qu'avec Équipe Canada cette année, je pense que ça va grandement aider Gavin McKenna parce qu'il va jouer avec des joueurs non seulement de talent, mais il va également jouer avec des joueurs rapides, avec des joueurs possiblement même hargneux, des joueurs complets. Fait que je pense que c'est un scénario absolument favorable pour lui. Bon, le pire qui pourrait arriver, c'est que Dale Hunter, le coach de l'équipe Canada, perde patience avec lui si le niveau d'intensité y est pas. Puis il y a tellement, en fait, de profondeur à l'attaque dans cette équipe-là, puis des joueurs talentueux, compétents, travaillants. Je pense que il pourrait être tassé par le coach s'il ne remplit pas les attentes. Sauf que s'il remplit les attentes, il pourrait connaître une des très belles productions qu'on a vues dans les dernières années. Tout le talent est là, chose certaine. Puis ce que je trouve plate, c'est que peu importe la performance qu'il va avoir, je pense qu'il ne rencontrera pas les attentes de la plupart des partisans à cause qu'on va toujours vouloir le comparer avec les 23 points qu'avait eu Connor Bedard. Parlant de joueurs compétents et travaillants, Braden Coots, qui est d'ailleurs mon nom préféré depuis Ben Cahoon, puis également une des belles histoires de la plus récente pré-saison dans la LNH. Repêché 15e au total par Vancouver lors du dernier repêchage, Coots a surpris tout le monde en se taillant un poste avec les Canucks lors du camp d'entraînement. Il a finalement joué seulement 3 matchs avant d'être retourné dans la WHL, sauf qu'il s'agit tout de même d'une performance bien au-delà des attentes. Personne ne le voyait, en fait, percer cet alignement-là. Fait que Coots, centre 6 pieds, au moteur et à l'éthique de travail exemplaire, un joueur rapide, travaillant, acharné, avec des attributs offensifs grandement sous-estimés à mon avis, puis qui n'ont pas été mis en évidence avec les pauvres Thunderbirds de Seattle dans la WHL depuis quelques saisons. Il est rapide, mais très offensif. Mais vous le dire son secret? Il utilise le move Dragon Dance afin d'augmenter sa vitesse et son attaque avant chaque match. Personnellement, j'ai eu Coots devant des joueurs comme Anton Frandel dans mon classement pas mal toute la saison, autour du 12e rang en fait. Puis c'était un de mes joueurs préférés. Il dit calquer son jeu sur Braden Point. Fait que Coots devrait avoir un rôle probablement sur un 3e ou 4e trio avec Équipe Canada qui peut apporter énergie sur l'échec avant, du bon jeu défensif, surtout en repli. Il y a un bâton très actif. En plus d'être un joueur très important sur le désavantage numérique, il pourrait peut-être même faire un beau duo avec Jet Luchanko, qui sait. Je le vois aussi, en fait, être utilisé au centre du 2e trio. Je pense que Hockey Canada l'aime bien, fait que dormez pas sur Braden Coots. Je pense qu'il pourrait en surprendre plusieurs, être plus productif que ce qu'on s'attend, parce que c'est un gars qui a des excellentes capacités de fabricant de jeu, qui en ce moment ne sont pas utilisées à plein escient, je pense, dans la WHL. C'est un joueur aussi qui gagne énormément de batailles pour la rondelle par sa vitesse, son acharnement, son intelligence. C'est un gars qui vole des rondelles en zone neutre, qui est excessivement dangereux en contre-attaque également. Puis son lancer est un atout vraiment sous-estimé, je pense. Fait que de jouer avec des joueurs meilleurs que ce qu'il joue avec en ce moment pourrait l'aider à accroître son efficacité. Puis je pense qu'il y a les atouts aussi pour jouer avec à peu près n'importe qui. Réalistiquement, je le vois davantage dans un rôle de soutien vu toute la profondeur puis le talent qu'il y a dans cette équipe-là. Puis avoir un gars aussi talentueux que Coots, un 3e, 4e trio, c'est vraiment pas plate. Puis peut-être qu'on pourrait le voir aussi sur le bumper, par exemple, sur une 2e vague d'avantages numériques. Le prochain, Michael Hage, repêché 21e au total par les Canadiens de Montréal en 2024. Hage trône présentement au sommet des pointeurs de la NCAA, puis il va enfin avoir la chance de se faire valoir en compétition internationale. Le centre de 6 pieds 1, il évolue présentement à l'aile dans la NCAA, fait qu'il va être intéressant de voir comment l'équipe Canada va l'utiliser. Attaquant dynamique, Hage excelle en contre-attaque. C'est un gars qui est agile, qui tend à feinter et à tromper l'adversaire afin de créer des avantages. C'est en fait une véritable menace double, autant capable de distribuer la rondelle que de marquer. Puis je pense qu'il pourrait être un des bons pointeurs de l'équipe canadienne lors de ce tournoi. C'est un joueur que j'aimais beaucoup lors de son année de repêchage, qu'à un certain moment, je l'avais même 9e sur ma liste. Donc évidemment,
vous comprendrez que je m'étais réjoui lorsque les Canadiens l'avaient repêché au 21e rang, parce que c'est un gars que j'avais de classé beaucoup plus haut que ça. Puis là, c'est intéressant parce qu'au cours des derniers jours, on l'a vu s'entraîner, premièrement, à l'aile sur un trio avec T. Ginla et Braden Coots. Sauf que là, aujourd'hui, hier, il était avec Gavin McKenna puis Brady Martin. Fait que c'est intéressant de le voir avec McKenna. Sauf qu'il faut garder en tête que Michael Misa n'est pas avec l'équipe en ce moment. Il est encore considéré day-to-day. Donc, à suivre. Mais je pense que Michael Rage a une place sur le top 6 de l'équipe canadienne. Je pense que c'est un des gars très talentueux, un as en transition. Puis je pense qu'il pourrait être très productif. Ensuite, Jake O'Brien. Centre 6 pieds 2, repêché 8e par Seattle en 2025, qui est un des fabricants de jeux les plus électrisants, évoluant pas encore en LNH. Il a carrément en fait des yeux tout le tour de la tête. Il voit des lignes de passe, des lignes d'attaque que personne d'autre ne voit en fait. La vision, la créativité, l'agilité, tout y est. Sauf que malgré son 6 pieds 2, c'est loin d'être un joueur robuste, puis son patin est quand même une grosse lacune. Sauf que c'est un joueur excessivement créatif, sauf que malheureusement, ces lacunes font qu'à 5 contre 5, c'est parfois plus difficile. Puis peut-être, en fait, qu'à cause de ça, vu que, bon, il y a déjà suffisamment des bons attaquants pour rouler le jeu de puissance, puis peut-être qu'il y a des meilleurs gars à 5 contre 5 que O'Brien, peut-être qu'il pourrait être un des joueurs coupés. Puis je pense que ça serait quand même choquant parce que O'Brien est présentement au sommet des pointeurs de toute la OHL. Puis je pense que c'est ça, qui pourrait être très productif lors de ce tournoi-là, aux côtés de joueurs rapides ou de fins marqueurs. Je vois ici là, des bons fits avec Brady Martin, de qui il va être question dans un instant, mais également des gars comme Jet Luchenko, Braden Coots, T. Ginla ou encore Porter Martone. Je pense que c'est ça, sa chaise va peut-être être le centre du troisième trio. Puis c'est là aussi que je me dis que peut-être qu'on va essayer d'aller chercher un gars un peu plus complet que O'Brien. Sauf que possiblement que ce serait une erreur parce que je pense que O'Brien est définitivement un des meilleurs, sinon le meilleur fabricant de jeux de cette équipe-là. Puis définitivement, on pourrait l'utiliser sur la première vague d'avantages numériques parce que c'est un gars qui distribue la rondelle incroyablement. Ensuite, Jet Luchenko, parlant de joueurs rapides avec qui O'Brien pourrait jouer, mais en fait, Luchenko, là, pour ceux qui... Vous connaissez probablement le nom. Ça a été un choix controversé des Flyers en 2024. Il avait été repêché au 13e rang. En fait, les Flyers avaient reculé et étaient passés par-dessus Zeev Bouillum, qui était classé quand même beaucoup plus haut que Luchenko sur les différentes listes publiques, mais il l'aimait, le Luchenko. Lui qui porte le prénom Jet est un gars très rapide, explosif, mais également travaillant. Puis il y a quelques matchs d'expérience dans la LNH. En fait, je pense qu'il a joué 4 matchs à ses 2 dernières saisons avec les Flyers. Puis il était pour Équipe Canada l'an dernier. Fait que ce serait très surprenant que ce soit un des joueurs coupés. Mais c'est ça, faut pas s'attendre à le voir prendre un rôle de premier plan. Je pense que ça va être un gars de 3 ou 4e trio. Un gars sur le désavantage numérique qui va être absolument dangereux. C'est un autre joueur qui joue pour Brentford dans la OHL, donc coéquipier de Jake O'Brien. Sauf que je pense qu'ils ne jouent pas ensemble à 5 contre 5. Ils se connaissent un peu sur le jeu de puissance. Donc, je ne sais pas à quel point il y a vraiment un duo à venir créer ici. Je pense réalistiquement, on ne les mettra pas nécessairement ensemble. Mais c'est les trios. Ça va évoluer, je pense, en cours de tournoi. Mais bref, Luchenko, joueur créatif, mais aussi chaotique. Mais plus, je dirais, créatif dans sa prise de décision, puis dans les jeux qu'il va tenter, plus que créatif par sa vision ou sa distribution de rondelles. Ça reste que c'est un joueur agile, comme je disais, avec un patin exceptionnel, très dangereux en contre-attaque. De là pourquoi je pense que sur le désavantage numérique, il va être tannant. Fait que bref, dans un rôle de profondeur, Luchenko, on peut s'attendre à ce qu'il apporte vitesse, énergie, éthique de travail à la formation canadienne. Brady Martin, c'en est un autre, ça, qui a quelques matchs d'expérience dans la LNH après avoir fait l'équipe à la sortie du camp. Mais on parle d'un autre profil complètement que Jet Luchenko. Brady Martin, centre 6 pieds ou 6 pieds 1, repêché 5e au total par Nashville, puis qui a grandi sur une ferme. Fait que c'est un tough. Malgré son 6 pieds, il est excessivement costaud. Puis c'est un attaquant, je dirais,
old school. Genre de gars qui prend des slap shots dans l'entrée de zone, là, vous voyez le genre. Mais c'est un joueur, d'abord et avant tout, excessivement robuste, malgré, comme je disais, son gabarit, qui va rapidement devenir, je pense, parmi les joueurs frappant le plus fort dans toute la LNH. Puis il va être une menace lors de ce tournoi-là et possiblement un des favoris de la foule. C'est pas nécessairement le joueur qui apporte, je dirais, autant d'énergie, mettons, qu'un Kuts, Tuchenko et compagnie, sauf que c'est l'attaquant le plus robuste de cette formation-là. Puis en plus, c'est un fin marqueur. Il possède un des bons tirs du groupe d'attaquants. Puis son tir sur réception, son tir du poignet pourrait faire en sorte qu'il pourrait se tailler un pas sur l'avantage numérique. Sauf que c'est pas le joueur le plus créatif ni le plus rapide. Puis comme je disais, son combo lancer, robustesse font de lui un complément parfait pour jouer avec des joueurs plus créatifs, mais peut-être frêles. Je pense entre autres ici à des Jake O'Brien ou des Gavin McKenna. Martin, un gars qu'on pourrait voir en fait jouer sur un checking role, donc sur une troisième ou quatrième ligne dans un rôle plus robuste, mais je pense qu'il est suffisamment compétent également pour jouer sur un top 6. Personnellement, je le verrais bien au centre de Gavin McKenna, question d'avoir mis ça sur un autre trio et équilibrer un peu plus les forces offensives peut-être. Fait que dans tous les cas, l'apport de Brady Martin va être remarqué lors du tournoi. Il va être robuste, il va déranger autour du filet, puis il va possiblement compléter des jeux, les jeux des fabricants de jeux avec qui il va jouer. Je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de cette formation-là et on pourrait possiblement le voir avoir une très belle récolte s'il joue moindrement sur des trios offensifs. Ensuite, un des joueurs souvent oubliés en raison de ses blessures, Tige Iginla, qui était un favori de plusieurs lors de l'Encan 2024, finalement repêché 6e au total par l'Utah, le fils de Jarome Iginla, c'est un leader, un joueur travaillant, un gars chalant, qui excelle le lors des bandes, qui est très difficile à affronter, un maître dans l'art de protéger la rondelle, puis qui possède un tir pouvant battre pas mal n'importe quel gardien, je pense. Je le comparais à Seth Jarvis et J.J. Peterka lors de son année de repêchage. Puis si vous avez un pool, je pense que ça peut être un joueur intéressant sur qui miser, un pool de World Juniors, là, je parle, parce qu'en termes d'ailier gauche, il est quand même assez haut dans le depth chart. Après McKenna, je pense que c'est pas mal Misa, le deuxième ailier gauche. Évidemment, il y a Misa, mais Misa, je pense qu'il va jouer au centre. Fait que, tu sais, on pourrait voir Iginla, je pense, sur le deuxième trio. Puis c'est ça, je pense qu'Iginla, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de ce groupe-là. C'est un gars qui a encore une belle courbe de progression, qui va très bien, en fait, dans la Ligue de l'Ouest en ce moment, qui est 3e de toute la Ligue pour la moyenne de points par match. Assistant capitaine de son équipe, un leader, un gars qui pourrait également dépanner au centre, un gars qui amène éthique de travail, comme que je disais, aussi un joueur très, très, très complet. Fait que, bref, Tige Iginla, un délice, ou comme dirait Anthony Hopkins. Ensuite, parlons de Carter Bear. Profil très similaire, en fait, à Tige Iginla. Bear, c'est un autre joueur très travaillant, difficile à affronter. En fait, c'est pas mal la version playmaker de Tige Iginla, je dirais. Un joueur qui domine en échec avant puis en récupération de rondelles, mais surtout qui est parmi les meilleurs espoirs afin de sortir la rondelle des coins puis de repérer rapidement ses options de passe après une récupération. Bear, plus robuste aussi, je dirais que Tige Iginla, mais peut-être un peu moins talentueux, puis un petit peu plus jeune. Fait que je pense que Bear est derrière Iginla dans le depth chart. Puis il faudrait pas se surprendre, en fait, si on voyait Bear sur une 4e ligne ou peut-être même être coupé, parce que c'est un des joueurs, je pense que la place n'est pas assurée, même si pour moi, ça serait un no-brainer et je sais que c'est un des favoris de plusieurs partisans au Québec. Tu sais, tu veux des gars travaillants, mais talentueux, avec du leadership. Puis pour moi, c'est ce que Carter Bear représente. S'il y a des gars plus haut dans le line-up qui ne remplissent pas les attentes, tu peux glisser un gars comme Bear plus haut dans l'alignement pour donner un peu d'énergie, puis de grit, puis de vouloir à une ligne. Puis un peu comme Iginla, c'est un gars aussi qui peut prendre des mises en jeu comme gaucher. Fait que moi non, Bear, je l'amènerais. Sauf que comme je disais, on a 2 gars à couper, puis à la date, je vois pas qui qu'on peut couper. Je vais continuer de vous nommer des noms. Pensez à ça, pendant que je nomme des noms. Qui c'est que vous couperiez? Puis écrivez-le en commentaire, ça m'intéresse. Peut-être le prochain, en fait, Liam
Green Tree, qui est un cas intéressant et pour qui sa place n'est peut-être pas assurée contre toute attente. Ailier, 6 pieds 3, qui est terminé au 3e rang des pointeurs de la OHL l'an dernier, sauf que cette saison, c'était un petit peu plus tough. Green Tree, c'est un genre de Matt Boldy, je dirais, un attaquant de puissance avec un excellent lancer, d'excellentes mains également pour un grand gaillard. C'est un bon fabricant de jeu aussi, capable d'amener de la robustesse même à l'occasion. Sauf que le problème, c'est qu'il a un patin en dessous de la moyenne, puis un niveau d'intensité, je dirais, inconstant. Ce qui vient détonner peut-être avec des gars comme Bear, Coots, Iginla, Martin. Fait que tu sais, d'un côté, Équipe Canada a besoin de se grossir, je pense, parce que les gars que je viens de vous nommer, là, justement, les Coots, Bear, Iginla, Martin et compagnie, même Misa, c'est des gars très intenses, très travaillants et tout ça, mais ils font tous 6 pieds ou 6 pieds 1. Fait que je pense qu'un gars de 6 pieds 3, ça serait le bienvenu, sauf que l'équipe manque pas de robustesse en ce moment, là, fait que tu sais, l'idée d'avoir un plus gros gars, c'est vraiment juste une question de reach avec le bâton, peut-être. Sauf que c'est ça, les lacunes dans son patinage, dans son patin, pourraient limiter son rôle, je pense. Puis il y a des inconstances, comme je disais, dans son intensité, dans son désir de prendre l'intérieur, ce qui pourrait faire qu'il pourrait tomber dans les mauvaises grâces de Dale Hunter assez rapidement et se retrouver comme 13e ou 14e attaquant si jamais il faisait l'équipe. Sauf qu'il est gros, il est agile, il a un tir fantastique. Ça serait un bon triggerman à droite sur la deuxième vague d'avantage numérique, je crois. Puis, parenthèse comme ça, pour les fans des Canadiens, Green Tree, on le rappelle, a été repêché par les Kings avec un des 2 choix que les Canadiens avaient utilisés pour s'avancer afin d'aller chercher Michael Hage. Fait que l'autre choix, en fait, qui avait servi à Michael Hage, c'était Carter George, qui va être gardien d'équipe Canada. Fait que si jamais tous ces charmants jeunes hommes-là font l'équipe, réfléchissez-y durant le tournoi. Préféreriez-vous avoir Liam Greentree et Carter George ou Michael Hage? Le prochain joueur dont je veux vous parler, c'est le seul joueur de la LGMQ qui a été invité, Caleb Desnoyers, un joueur qui a plus besoin de présentation, mais je vous en parle pareil. Centre complet de 6 pieds 3, 6 pieds 2, 6 pieds 3, repêché 4e au total par le Mammouth. Parmi les joueurs sélectionnés par Équipe Canada, Desnoyers est possiblement un des plus solides défensivement, un joueur cérébral avec une robustesse améliorée depuis les dernières saisons, qui est capable de contrer pas mal n'importe qui, en plus d'apporter son lot d'offensive grâce à sa fabrication de jeu et à son tir sous-estimé. C'est un contributeur offensif sous-estimé qui cumule présentement 21 points à ses 10 derniers matchs. Comme qu'on dit par chez nous, il est comme Cyndaquil, il pète le feu. C'est toutefois pas le joueur le plus dynamique, c'est peut-être les critiques à son égard, sauf que c'est un gars qui s'implique, c'est un leader, c'est un gagnant également. Sauf c'est ça, le manque de dynamisme où il a tendance à faire des jeux un petit peu plus à basse vitesse, c'est peut-être ça qui pourrait lui coûter une place ultimement avec l'équipe, parce que même s'il y en a qui pensent que c'est un lock, je pense qu'il fait partie des 6-7 joueurs à se battre pour les postes restants. Il se bat là, en ce moment avec des gars comme Cole Baudouin, qui a fait l'équipe l'an dernier, ou Jet Tuchenko aussi qui a fait l'équipe l'an dernier, ou des gars comme Braden Coots qui a un petit peu d'expérience dans la Ligue nationale, ou un Carter Bear. Il se bat avec des gars comme ça là, en ce moment. Là. C'est ça la réalité. Fait que selon aussi s'il va y avoir d'autres joueurs de la LNH qui vont être ajoutés, on a parlé, on n'a pas parlé ici, mais Ben Kindle, possiblement, j'y crois pas, mais peut-être pourrait être prêté par les Pingouins, ou Berkeley Catton. Je pense que dans les 2 cas, ça n'arrivera pas, mais il y a une possibilité que ça arrive. Fait que si on injecte d'autres joueurs de la LNH, il va falloir sortir encore plus de joueurs de l'alignement. Puis je pense que Caleb pourrait être un des gars à écoper. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Puis je pense que ce serait une erreur de se passer de Caleb Desnoyers pour ce tournoi-là. Puis il y a quand même plusieurs facteurs, je pense, qui jouent en sa faveur. Son gabarit, j'en parlais, on cherche des gars peut-être un petit peu plus grands pour faire l'équipe. Puis aussi, il y a quand même plusieurs droitiers dans cette équipe-là. Là. Fait que je pense que des gauchers, ça ferait pas de tort. Puis son coach à Moncton, McDougall, est entraîneur adjoint pour l'équipe. Fait que, puis en plus, ça, je pense que c'est encore le plus gros argument, c'est que Desnoyers est éligible pour revenir l'an prochain. Puis je pense que l'an prochain, il va avoir un rôle majeur avec cette équipe-là. Il pourrait même être le capitaine de cette équipe-là l'an prochain. Fait que je pense que
Équipe Canada, en fait, a tout intérêt à avoir Desnoyers avec l'équipe cette année afin de lui donner un petit peu cette expérience-là du tournoi, tu sais. Puis on en parle comme un joueur défensif, un centre défensif, mais c'est un gars, je pense, qui pourrait être plug and play sur n'importe quel trio. Je serais pas surpris de le voir évoluer sur un deuxième trio en cours de tournoi, tu sais. Je pense que réalistiquement, on devrait le voir plus comme 4e centre ou peut-être même à l'aile gauche sur la 4e ligne. Mais je pense que ça se pourrait qu'il soit monté sur une 3e ou une 2e ligne avec des joueurs un peu plus dynamiques et échevelés. Mais ouais, Caleb, c'est le genre de gars qui est une bonne colle dans un alignement. Cole Baudouin, ou comme disent les Anglais, Cole Baudouin, qui est un des gars, je pense, qui se bat avec Caleb Desnoyers pour avoir le poste de 11, 12, 13, 14e attaquant. Mais c'est ça, je pense que Baudouin est pas mal un lock. En fait, c'est un des chouchous de Hockey Canada. Il était avec l'équipe l'an dernier, puis on l'a même vu, en fait, s'entraîner aux côtés de Gavin McKenna, vu l'absence justement de Michael Mesa, centre 6 pieds 2, qui évolue en OHL, qui est en fait, le grinder de 4e ligne par excellence. C'est un joueur intense, robuste, puissant, un athlète hors pair, un train, mais un talent offensif peut-être plus limité, à part son lancer qui est excellent, on va se le dire. Mais je pense que ça en prend des joueurs de rôle comme ça. Je pense que l'erreur peut-être que Équipe Canada avait faite l'an dernier, c'est d'avoir des joueurs, un peu trop de joueurs de rôle. Mais Baudouin, je pense que c'est le genre de gars que ça te prend. Je pense que c'est un gars qui a un talent offensif sous-estimé aussi. Là. Je pense qu'on le décrit vraiment comme étant un grinder. Mais ça reste que c'est un gars qui joue sur un premier trio dans la Ligue de l'Ontario. C'est pas un manchot. C'est ça, je pense que Baudouin aussi incarne à la perfection le genre d'identité que Dale Hunter aime. Fait que non seulement je pense qu'il va faire l'équipe, mais je pense qu'il va jouer comme 4e centre, peut-être même 3e centre pour une grosse partie, sinon tout le tournoi. Le genre de gars qu'on va utiliser pour user les défensives adverses. Puis même un gars qui pourrait être une présence devant le filet sur le jeu de puissance. C'est un gars qui fait peur, qui a un haut niveau de compétitivité. Je pense que j'ai dit un petit de trop, bref. Mais c'est un leader également, c'est un capitaine dans son équipe dans la OHL, c'est un gars expérimenté dans le tournoi, qui a un avantage physique pour dominer ses présences physiquement dans le tournoi. Fait que bref, écrivez-moi en commentaire si vous savez où se trouve le chalet familial de la famille Baudouin. Ensuite, Sam O'Reilly, un autre cas intéressant. J'en ai pas parlé dans les gars qui se battent, qui font en chaise musicale avec Caleb Desnoyers, mais je pense que le cas, en fait, le plus intéressant ici, c'est Sam O'Reilly, un autre centre défensif de 6 pieds 1, donc profil quand même assez similaire à Caleb, qui évolue à London, qui est toutefois l'équipe dirigée par Dale Hunter, le coach d'Équipe Canada. Fait que, est-ce qu'il va couper son capitaine? Pas sûr! Fait que je pense qu'il pourrait avoir un biais ici. Je pense qu'on pourrait voir O'Reilly faire l'équipe comme étant, dans le fond, 13 ou 14e attaquant. C'est là que ça me fait peur pour Caleb parce qu'ils ont des profils quand même assez similaires au sens que c'est des gros centres plus axés défensifs ou two-way, mais qui sont capables de contribuer offensivement. Je pense que Caleb est un meilleur distributeur de rondelles, mais O'Reilly est un petit peu plus robuste, puis c'est un gars très dangereux devant le filet également. Je pense qu'en fait, les deux ensemble, ça pourrait faire une très belle 4e ligne shutdown. Puis O'Reilly, me semble, il est droitier. Fait que là, t'aurais deux gars qui excellent au centre des mises en jeu, un gaucher puis un droitier. Je pense que ça serait super d'avoir les deux, même si on essaie peut-être d'éviter d'avoir là, plusieurs de la même saveur de crème glacée. O'Reilly, c'est un autre, qui est un capitaine. Puis en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais tous les joueurs qui évoluent en CHL sont des capitaines pour leur équipe, à l'exception de Iginla et Bear, qui sont deux joueurs, en fait, qui ont possiblement le plus de caractère dans toute cette équipe-là, puis c'est les deux seuls qui ne sont pas capitaines. Des gars comme Luchenko, Danford, présentement, ne sont pas capitaines non plus, mais ils viennent tout juste d'être échangés, puis ils étaient capitaines avec leur formation avant ça. Puis même,
pense des gars qui se faisaient comme 2 ans qui étaient capitaines là, dans la OHL, fait que c'est pas rien. Puis pour les gars NCAA, LNH, évidemment, on s'entend que c'est tough pour eux d'être capitaine, mais tu sais, Martin puis Misa étaient capitaines dans la OHL l'an dernier aussi. Fait que bref, il y a énormément de leadership dans cette équipe-là. Plusieurs gars qui ont gagné soit des tournois ou leur ligue ou avec Équipe Canada. Sam O'Reilly, je pense que c'est l'exemple parfait de leader travaillant et gagnant. Puis je serais très surpris de le voir être retranché. Mais je l'ai dit, ça va être des choix déchirants. Puis malheureusement, qui pourrait copier, c'est Cole Reshny. Reshny, c'en est un qui manque pas d'upside offensif. Petit attaquant toutefois, 5 et 10, 5 et 11, qui a dominé la WHL l'an dernier, puis qui a été très solide au Prospect Challenge cet été, puis qui connaît de forts débuts en NCAA aussi. C'en est un Canadien qui a migré vers les États-Unis. Repêché 18e par Calgary l'an dernier, Reshny pourrait être un des moteurs offensifs de cette équipe-là. C'est un fabricant de jeu exceptionnel, capable de marquer, mais également capable d'évoluer au centre, et ça, c'est intéressant. Sauf que c'est ça, il y a un gabarit sous la moyenne. Puis tu sais, même s'il montre, moi c'est un peu ma critique à son égard, même s'il montre un beau pace, un beau dynamisme en transition, je trouve parfois que le pace en zone offensive laisse à désirer. Sauf qu'en termes de talent, je pense que c'est un des joueurs qui pourrait être un des joueurs les plus productifs du tournoi, ni plus ni moins. Sauf que on ne sait pas s'il va faire partie de l'équipe au profit d'un joueur plus gros, plus complet, plus robuste. Sauf que je pense que Hockey Canada adore Cole Reshny. Je pense qu'il va avoir un rôle de premier plan avec cette équipe-là. Puis, c'est ça, vu que c'est un des chouchous d'équipe Canada, ben c'est là, faut sortir un gars. Ça va-tu être Green Tree? Ça va-tu être Desnoyers? Ça va-tu être Bear? O'Brien? On ne sait pas. Peut-être le prochain, en fait, je pense que le prochain est le dernier attaquant, en fait, que je veux vous parler de, avant de sauter dans les défenseurs, c'est Marek Vanacker. Vanacker, en fait, ça a été le dernier invité. Il faisait pas partie de la liste préliminaire. Il a été ajouté sur le tard. Fait que théoriquement, ça devrait être le premier sorti parmi les 2 attaquants retranchés. Puis pour moi, c'était quand même un choc qui avait été ignoré, même si je vois pas quel joueur il aurait pu tasser pour rentrer. Simplement parce que Vanacker, c'est présentement le meilleur buteur de toute la OHL. Puis au-delà de ça, c'est le compagnon de trio de Jake O'Brien. Fait que je le disais l'an dernier, puis je maintiens mon point. Si t'as la chance d'aller chercher 2 gars qui se connaissent déjà super bien, qui ont une belle chimie puis qui brûlent une ligue ensemble, va les chercher puis mets-les ensemble. C'est un tournoi court, t'as pas le temps de développer des chimies. Là, je parle pas d'une situation à Chris Kunitz. Vanacker, c'est pas un manchot. 24 buts en 25 parties. C'est un choix de première ronde de Chicago en 2024. C'est un gars qui apporte beaucoup de vitesse, qui est excellent en transport de rondelles, qui a des aptitudes de marqueur, certaines aptitudes défensives également. Je pense qu'avec O'Brien, sur un 3e trio, ça serait pas plate. Quitte à le mettre même comme 13e attaquant, que t'insères aux besoins dans ta formation en 5 contre 5 quand tu as besoin d'un petit peu plus d'attaque. Mais c'est ça, c'est le dernier invité au camp. Puis je pense que les autres joueurs apportent tous un petit peu plus. Fait que je pense que Vanacker, malheureusement, serait un des joueurs coupés, un des 2 attaquants coupés. C'est plate parce que ça va à l'encontre de ce qu'on disait l'an dernier que, hey, invitez donc les meilleurs joueurs de la Ligue. Vanacker, c'est le meilleur buteur de la Ligue en ce moment et il pourrait ne pas faire l'équipe. Fait que bref, place au vote. Écrivez-moi en commentaire, ce serait qui vos 2 attaquants que vous couperiez dans cette formation canadienne-là? Parlons maintenant des défenseurs. Je vais les séparer, en fait, droitier, gaucher. Fait qu'on va débuter par les droitiers, parce que je pense que c'est vraiment là que la force du Canada se trouve. Puis ensuite, on va parler des gauchers, qu'il y a peut-être des petites lacunes ici. Le premier, c'est Zane Parekh. Après des saisons de 96 puis 107 points dans la Ligue de l'Ontario, Parekh a passé la saison avec les Flames cette année. En fait, il a participé à 11 parties. Défenseur offensif, 6 pieds, qui va être la pierre angulaire de cette formation-là. Le corps arrière du premier jeu de puissance. Puis une menace dès qu'il va toucher à la rondelle à 5 contre 5 également. Il y a un tir dévastateur. En fait, c'est sa grosse force, Parekh. C'est une menace dès qu'il touche à la rondelle. Mais
c'est un manipulateur incroyable également, qui est capable d'ouvrir des lignes de tir, des lignes de passe, par justement son mouvement d'épaule, ses mains magiques, puis son intelligence sur la glace. C'est pas un Matthew Schaefer, mais je pense qu'il va dominer quand même le tournoi. Puis évidemment, j'en ai parlé à Dredd sur le tape, mais il faut faire la distinction entre projection LNH et projection dans ce tournoi-là. Si j'ai encore mes réserves par rapport à sa projection LNH, je pense qu'au niveau tournoi, il va être absolument dominant. Il y a évidemment des faiblesses défensivement et physiquement de l'homme et crainte à son égard, sauf que ça s'améliore. Puis je pense que son séjour et son expérience dans la LNH pourraient lui donner une bonne coche de plus afin d'être prêt pour le tournoi. Parce que plus souvent qu'autrement, c'est un cône en défense. Puis quand je dis cône, je parle pas du bassiste de Sum 41, là. Comprenez-moi bien. D'ailleurs, me demande ce qu'elle devient, la fille qui se faisait raser les cheveux dans le clip de Fat Lip, là. En tout cas, Hockey Canada doivent encore, je pense, regretter de ne pas avoir invité Zane Parek l'an dernier. Je pense que, j'en parlais pour les attaquants, mais pour les défenseurs, c'était le cas aussi. Là. Je pense vraiment qu'ils doivent se regarder dans le miroir. Là. Bon, je parle pas ici là, des salles de bain à l'hôtel qui a un miroir en face de la bolle. Là. Ce qui mène d'ailleurs à de fâcheux eye contacts avec soi-même. Une face de gars qui force. Bref, c'était fâchant que Parek a été ignoré l'an dernier. Puis, je pense que ça va être le défenseur le plus productif du Canada. Le prochain, Harrison Brunick. Bizarrement, un des espoirs les plus méconnus, peut-être, du lot. Mais pourtant, un qui a la plus belle avancée de carrière en ce moment. En fait, il vient tout juste d'être retourné dans la Ligue américaine après avoir joué 9 matchs dans la LNH. Défenseur plus complet que Zane Parek. Droitier, 6 pieds 3. Défenseur de deuxième paire, parfait pour la formation canadienne, capable d'apporter de l'offensive par sa créativité et son mouvement de rondelle, mais aussi capable d'apporter un solide jeu défensif, même de la robustesse. C'est un défenseur complet, un excellent patineur, excellent en transition, mais encore méconnu. Je pense qu'il va avoir un rôle en fait plus grand que ce que les gens pensent. C'est pas pour rien en fait là, qu'il a joué dans la LNH cette saison. Il est très bon. C'est juste qu'il est méconnu parce qu'il a été repêché un petit peu plus loin. C'était pas un espoir de premier plan lors de son année de repêchage. Par ailleurs, parmi les attaquants et les défenseurs qui sont déjà repêchés, Harrison Brunick, c'est le seul qui n'a pas été repêché en première ronde. Puis je réitère, il joue en LNH. C'est pas plate. Le prochain, je passe vite. Ben Denford, spécialiste défensif de 6 pieds 2. Denford, c'est un défenseur que probablement plusieurs ne sélectionneraient pas pour faire l'équipe, mais je pense que c'est un choix très Dale Hunter. Je pense que c'est un gars que tu as besoin quand même dans une équipe pour un tournoi. Surtout le derrière, justement, Parek et Brunick. Je pense qu'un gars stable et robuste comme Ben Denford, c'est parfait. Il va jouer sa troisième paire, il va jouer sur le premier des avantages numériques. Je réitère, c'est un choix de première ronde des Leafs en 2024. Un choix que plusieurs considéraient comme étant un choix plate. Puis je suis pas en désaccord avec ça, mais je pense que c'est un gars qui va jouer dans la LNH. Assurément un bon gars pour avoir dans un tournoi comme ça. Puis aussi, c'est que faut mettre en contexte qu'il y a plusieurs des défenseurs que c'est pas nécessairement des gars que tu peux mettre en désavantage numérique, genre Zane Parek. Puis, je sais pas si vous êtes conscient, mais mettons que tu as 2 paires de désavantages numériques, faut que tu amènes 4 gars capables de jouer sur le désavantage numérique. Là. Fait que Denford, peut-être même qu'il va être 7e défenseur, spécialiste du désavantage numérique, mais c'est important d'avoir des gars capables de jouer sur le désavantage numérique. Tu peux pas juste avoir des défenseurs purement offensifs. Ça marchera pas. Toutefois, le prochain, Keaton Verhoff, défenseur droitier, 6 pieds, 4 pouces, 200 livres, éligible au repêchage 2026 de la LNH. Verhoff, c'est un gros défenseur dynamique qui apporte un niveau d'offensive qu'on voit rarement chez un défenseur de ce gabarit, surtout considérant son âge. Puis pour ce tournoi-là, je pense que s'il fait le club, je pense qu'il va faire le club. Ça pourrait possiblement, malheureusement, être comme 7e défenseur compte tenu de la profondeur à droite dont je vous parlais, à moins qu'on utilise Denford davantage comme un 7e défenseur puis Verhoff à 5 contre 5. Mais c'est ça, je pense que
Verhoff pourrait être le défenseur numéro 1 de la formation canadienne l'an prochain. Fait qu'on a peut-être intérêt à lui donner un certain temps de glace. Sauf que c'est ça. Je pense pas que le jeu défensif soit suffisamment à point en ce moment pour en faire un spécialiste défensif. Puis compte tenu qu'il y a des gars justement comme Parek et compagnie devant lui, c'est difficile de lui donner un rôle de premier plan offensivement également. Fait que c'est ça, peut-être là, une chaise de troisième paire à droite au lieu de Denford, mais je pense que réalistiquement, on parle peut-être plus d'un 7e défenseur. Sauf que la beauté avec Verhoff, contrairement justement à un Ben Denford, c'est qu'en cas de blessure, mettons à Zane Parek ou à Harrison Brunek, on ne le souhaite pas, mais c'est un candidat parfait pour aller dépanner plus haut dans l'alignement parce qu'il a cette mobilité-là et ce profil two-way-là afin de jouer plus haut puis de manger des grosses minutes. Verhoff, possible choix top 3 lors du repêchage. Il y en a même qui parlent de lui comme étant le futur choix numéro 1 lors du repêchage de 2026. Donc, fan du repêchage, gardez un œil sur Keaton Verhoff. Ensuite, si à droite, c'est une sélection excessivement forte pour les défenseurs, on ne peut pas en dire autant à gauche. Puis je pense que c'est pour ça, en fait, que Hockey Canada a amené 5 gauchers au camp. Parce que là, on se rappelle, il y a 9 défenseurs. Ils ont juste droit d'en amener 8. Fait qu'il y en a un qui va être coupé. Donc, ils ont amené 4 droitiers. Je pense que les 4 droitiers vont faire l'équipe. Ils ont amené 5 gauchers. Ils vont en couper un. On passe rapide. Le premier, mais en fait, je pense que c'est le seul que sa place est assurée, c'est Cochon Aitchison. La petite Cochon a été repêchée par les Islanders dans l'échange qui a envoyé Noah Dobson à Montréal. On se rappelle, c'était Dobson contre les choix qui ont servi à repêcher Aitchison et William Victor Eklund. Non, William, c'est son frère. Fait que bref, Aitchison, menace physique et offensive. Un gars excessivement robuste, au tir puissant de la pointe. Puis même, il se permet de s'avancer puis de tirer un petit peu plus de l'intérieur. C'est pour ça, en fait, qu'il amorce des buts à la tonne, comme qu'il fait un rythme ahurissant dans la OHL. Son côté robustesse, en fait, pourrait faire de lui un partenaire de trio idéal pour Zane Parek. Sauf que, vu que les deux ont des gros lancers, je pense que ça pourrait aussi être le fun de les séparer. Question d'avoir 2 triggermen très dangereux sur 2 paires de défense différentes. Fait que bref, je pense que Aitchison, c'est le seul à gauche qui est assuré de faire l'équipe. Ça va être une pièce importante de cette défensive-là. Un joueur robuste qui va être difficile à affronter, un joueur de caractère, un leader également, puis pas juste leader par l'exemple, là, c'est un leader vocal également sur la glace. J'ai certains doutes par rapport à son patin, par rapport parfois à sa prise de décision avec la rondelle, sauf que il va juste sur le désavantage numérique, possiblement deuxième vague du jeu de puissance, fait que Keishon Aitchison. Ensuite, Jackson Smith, un de mes coups de cœur l'an dernier. Défenseur gaucher, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Un autre qui a quitté la WHL pour la NCAA cette saison. Patineur exceptionnel. Un gars excessivement mobile, fluide, mais aussi très chaotique. Capable du meilleur comme du pire. Puis je pense que ça pourrait possiblement le sortir du line-up. En fait, il est très souvent solide contre le rush, robuste parfois même en zone défensive, sauf que sa prise de décision avec la rondelle laisse à désirer. Puis même si c'est un gars excessivement mobile, qui adore monter la rondelle, il est mobile, il est agile, il a un bon tir, souvent on veut en voir plus, j'ai l'impression, il fait des montées à l'emporte-pièce de derrière son filet jusqu'en zone offensive, mais des fois, le jeu résulte à rien, ça mène à rien, il fait juste monter la rondelle, puis le jeu meurt là. Peut-être que, contre des défensives un peu moins fortes, puis avec un peu plus de support de la part de ses attaquants, peut-être que ça va y offrir plus d'options de passe, etc., etc. Mais ouais, je suis plus ou moins convaincu. Mais bon, on va voir. Je pense que c'est un contexte peut-être un peu plus favorable pour lui pour produire. Sauf que c'est un gars aussi qu'il pourrait perdre son poste, quoique le gabarit et le patin est fort intéressant. Sauf que tant qu'à ça, il y en a un petit peu plus jeune qui apporte des outils quand même similaires, mais qui a une prise de décision meilleure. Je parle de Carson Carrolls. En fait, un peu une surprise parmi les invités, mais je m'en réjouis grandement. Carrolls, c'est un défenseur gaucher de 6 pieds 2, éligible au repêchage de 2026 de la LNH. Et, tout comme Brady Martin, Carrolls a aussi grandi sur une ferme. Puis c'est un gars très robuste. Est-ce que c'est le premier duo de farmer qu'Équipe Canada a? Qui sait?
Mais en fait, c'est ça. C'est un défenseur complet. C'est un gars qui est pas fin, solide défensivement et qui apporte surprenamment beaucoup d'attaques cette saison. Il a pas peur de supporter l'attaque avec sa grande mobilité puis de se servir de son tir puissant de la ligne bleue. Pour moi, ça serait partenaire parfait pour jouer avec un gars comme Danford, sa troisième paire, en tant que shutdown robuste. Possible choix top 10 en vue du repêchage 2026. Je m'attends à le voir avoir un rôle plus important, peut-être que ce que les gens pensent. Il pourrait grandement augmenter sa cote en vue du repêchage. Mais bref, gros défenseur, magnifique patineur, je l'aime beaucoup. Un autre magnifique patineur que j'aime beaucoup, c'est Cameron Reed. Que je pense qu'on l'a invité afin de voir si le top 4 qu'on a sélectionné manque de punch à l'attaque. Mais je suis pas convaincu que ça manque tant de punch à l'attaque. En fait, Reed, c'est un gars qui apporte beaucoup de dynamisme. C'est un transporteur de rondelles puis un manipulateur à la ligne bleue. Je peux pas te dire... Il y a des flashs qui me rappellent Lane Hudson, évidemment, mais c'est vraiment pas au même niveau. Mais c'est un gars aussi que, malgré son gabarit de 6 pieds, qui est capable d'apporter de la stabilité en zone défensive. C'est un gars qui est très intelligent, qui est travaillant. Sauf que c'est ça, je sais pas à quel point un défenseur de 6 pieds, c'est ce que Dale Hunter cherche dans sa défensive. Puis déjà qu'on a des gars pour jouer sur le power play, des gars pour bouger la rondelle. Je sais pas à quel point Cameron Reed a sa place sur cet alignement-là. Personnellement, je l'aime beaucoup, mais je ne vois pas le fit ici. Je pense que ce serait le gars que je couperais personnellement. Puis le prochain, je pense que c'est le gars que pas mal tout le monde couperait, parce que personne ne le connaît. C'est la nouvelle noix dans le trail mix. Ethan McKenzie, de loin le joueur le plus méconnu du lot, puis la plus grosse surprise. En fait, c'est un joueur que, en 3 ans d'existence du podcast, j'ai jamais parlé. En fait, c'est simple, McKenzie, il a 19 ans, il joue son année D+2, puis il n'a jamais été repêché. Il a été ignoré 2 fois lors du repêchage. Sauf qu'il est en train de s'établir cette saison comme étant un des meilleurs défenseurs de toute la Ligue de l'Ouest. C'est un profil two-way. Certes, il fait que 6 pieds, mais c'est un joueur très agressif, impliqué défensivement, robuste, mais aussi capable de produire un rythme de points par match et de piloter la première vague d'avantages numériques dans la WHL. Joueur intense, comme que je disais, qui sert de son guts et de sa très grande mobilité pour fermer les écarts très rapidement. En fait, c'est un gars très, très, très rapide, mais également avec un très bon bâton actif. C'est un gars qui est combatif, agressif en support offensif également. Fait que je pense que c'est un profil qui pourrait plaire à l'équipe de sélection d'équipe Canada. Justement, par son profil two-way et par sa grande mobilité. Puis, fait cocasse. Je disais plus tôt cette semaine, lors du podcast Dread sur le tape, que j'ai eu la chance de faire avec, évidemment, l'animateur David Bocage, mais également Checky Pellerino et Jasmin Leroux. On a fait un beau petit 2 heures pour parler de ce tournoi-là. Puis, ça a été court, ça a duré 1 seconde, ce moment-là, mais j'ai dit... Je verrais bien Ethan McKenzie jouer aux côtés de Zane Parek. Je pense que c'est un fit parfait. Puis, guess what? Aujourd'hui, les deux jouaient ensemble. Fait qu'on ne sait pas. Peut-être McKenzie, non seulement va faire l'équipe, mais peut-être qu'il va jouer sa première paire avec Zane Parek. Ce serait une histoire incroyable. Puis, je ne sais pas à quel point c'est déjà arrivé qu'Équipe Canada ont un défenseur de première paire qui est un D+2 non repêché. Bref, mais c'est ça, je persiste à croire que, en raison de son historique, c'est un gars non repêché, qui n'a jamais joué pour Équipe Canada, etc. Je pense que c'est le joueur facile à couper. Mais personnellement, je pense que c'est possiblement le meilleur défenseur gaucher de cette équipe-là. Checkez les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Puis écrivez-moi en commentaire, parmi ces 9 défenseurs-là, lequel couperiez-vous? Fait que c'est ça, je parle pas des gardiens, là, évidemment, les deux mêmes que l'an passé, Carter George, Ivankovic, on s'en fout, Ravensburger, blablabla. Mais c'est ça, c'est un alignement qui est stacked pour le Canada. Il y a beaucoup de choix de première ronde aussi, plusieurs choix top 10. En fait, le rang de sélection des attaquants est genre de
13 points cuck, là, fait que... puis là-dedans, j'inclus même pas Gavin McKenna, qui devrait être un choix top 3. Plusieurs joueurs qui reviennent également par rapport à l'an dernier. Plusieurs joueurs qui ont de l'expérience LNH, que ce soit en fait des matchs pré-saison ou même qui ont des rôles à temps plein dans la LNH. Fait qu'il va y avoir, comme je disais, des déceptions parmi les coupeurs finales. Je pense qu'il y a des gars comme Marek Vanacker, Caleb Desnoyers, Carter Bear, Liam Greentree, Cole Reshney qui pourraient être en mesure de ne pas se tailler un poste. En fait, il va y en avoir 2 parmi ces gars-là qui feront pas l'équipe. C'est fou. Puis tu sais, s'il y a des coupures déchirantes, je parle pas ici de la vidéo du gars avec son pot maçon. Ben, il y a eu des choix déchirants aussi que Hockey Canada a dû faire lors de ses invitations. En fait, je vous nomme un peu en rafale quelques joueurs qui n'ont pas été invités, puis je pense qu'il y a eu quelques choix qui ont surpris les partisans, et je veux adresser un petit peu la situation. Le premier, en fait, c'est Justin Carbonneau. Carbonneau, il est excellent, là, attaquant offensif, main magique, patin pro, tir dévastateur, même capable d'amener de la robustesse, bon gabarit également. Je devrais, c'est l'attaquant le plus surprenant qui a reçu d'invitation. C'est un choc, en fait, sauf que c'est qui que vous tassez de ce noyau d'attaquants-là pour faire de la place à Carbonneau? Je sais pas. Fait que je comprends pourquoi, mais je comprends aussi pourquoi les gens sont frustrés de ça. C'est ça. Ensuite, Bryce Pickford, lui, il a encore fait couler plus d'encre, je pense. Il y en a plusieurs qui sont déçus en fait de sa non-invitation, compte tenu qu'il domine présentement la WHL. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pickford, choix des Canadiens l'an dernier, qui avait été repêché en tant que D+1, donc une année après son repêchage, qui connaît en fait une des saisons les plus productives des 20 dernières années pour un défenseur. En plus de trôner au sommet des buteurs de la Ligue de l'Ouest, un exploit pas plate pour un défenseur. Fait que c'est un défenseur toutefois purement offensif. Un profil quand même similaire à Parekh, mais moins élite, mais surtout pas avec le même patin. Puis sans expérience de LNH. Fait que tu sais, droitier, on parlait déjà à quel point la brigade défensive du Canada est stacked à droite. Tu peux pas tasser Parekh, tu peux pas tasser Brunick. Ben Dunford, c'est un gars qui a un rôle complètement opposé. Tu peux pas le sortir au dépend d'un gars purement offensif. Le gars à tasser, ce serait Keaton Verhoff. Mais Verhoff aussi est foutument plus complet, plus gros et devrait être le défenseur numéro 1 de la formation canadienne l'an prochain. Fait que je vois pas où Pickford pourrait venir se glisser là-dedans, à moins d'y aller avec 3 gauchers, 5 droitiers. Mais je pense qu'on essaie de monter une équipe un peu plus complète et équilibrée que ça, malheureusement. Puis tous les gars à gauche, là, que ce soit Cameron Reed, Ethan McKenzie, Carson Carrolls, Jackson Smith, c'est tous des gars beaucoup plus complets que justement Bryce Pickford. Certes, ils n'ont pas la production offensive et peut-être le talent offensif que Pickford a. Mais c'est des gars, c'est ça, beaucoup plus complets, que tu peux jouer dans plus de situations. Puis des gars qui apportent tous, en fait, une mobilité exceptionnelle. Fait que je vois pas le fit de Pickford dans cette équipe-là, malgré sa saison historique en WHL. Puis tu sais, sans première vague d'avantage numérique, parce que ça va être évidemment Zane Parekh, je pense que ça perd un peu de son sens d'amener un gars comme Pickford. Mettons que Parekh n'avait pas été prêté par les Flames, je pense que c'est un no-brainer dans ce cas-là d'amener Pickford et de lui donner la première vague d'avantage numérique. Mais là, je pense que c'est un non-sens de le traîner comme 7e défenseur pour lui donner la 2e vague d'avantage numérique, alors que tu as un gars comme, mettons, Aitchison, qui a un tout aussi bon lancer, puis qui peut jouer justement à 5 contre 5 et également des avantages numériques. Fait que, ouais, je comprends pourquoi les gens sont déçus. Mais tu sais, en même temps, Vanacker pourrait ne pas faire l'équipe. C'est l'attaquant le plus productif de la Ligue de l'Ontario. L'attaquant, en fait, le meilleur pointeur de la OHL en ce moment, Aspinall, attaquant de 6 pieds 7, meilleur pointeur de l'Ontario, oui, est éligible pour jouer pour Équipe Canada. Il n'a même pas reçu d'invitation non plus et personne n'en parle de ce gars-là. Puis même Kieran Walton, qui est le 3e meilleur pointeur de la OHL, lui aussi, gros bonhomme de 6 pieds 6, n'a pas reçu d'invitation. D'ailleurs, on salue notre chum Daniel Genet, qui adore Kieran Walton.
Puis, tu sais, je peux vous nommer, là, évidemment, je retombe dans les attaquants là, pour, tu sais, je parlais de Carbonneau, mais il y a plein d'autres attaquants, en fait, qui n'ont pas été invités. Que ce soit Sacha Boisvert, qui aurait fait un très beau duo avec Liam Greentree, mais québécois qui évolue aux États-Unis, choix des Blackhawks de première ronde, qui aurait amené un combo robustesse, aptitude de marqueur, qu'il aurait très bien fité dans cette équipe-là. C'est un tough que je pense que Dale Hunter aurait adoré. Mais tu sais, Roger McQueen n'a pas été invité, Caden Lindstrom n'a pas été invité, Malcolm Spence, qui a un gros historique avec Équipe Canada, Ryder Ritchie, qui est l'ancien coéquipier de Gavin McKenna, n'a pas été invité, un gars comme Tarek Parasak n'a pas été invité aussi. Dans les défenseurs, Owen Protz, mettons que l'équipe aurait voulu avoir un autre spécialiste robuste, moi j'aurais bien vu Owen Protz être invité, choix des Canadiens. Puis si on voulait du punch à l'attaque, mais qu'on voulait absolument un gaucher et non un droitier comme Pickford, mais je pense qu'un gars comme Xavier Villeneuve aurait très bien pu faire. Personnellement, je pense que dans quelques années, on va regarder ça et on va trouver que ça a été une erreur d'avoir ignoré Xavier Villeneuve pour ce tournoi-là. Fait que bref, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du podcast Briser la glace que je réussis à garder ça en derrière du Nord. Fait que je vais me dépêcher parce que je suis vraiment très proche du Nord. Fait que merci beaucoup. Droppez un petit like, follow, un commentaire. Merci, puis salut tout le monde au Québec. Bonjour!